OK, bonjour gang. Aujourd'hui, on va voir en fait les quatre, pas les quatre aujourd'hui, on va en voir deux aujourd'hui, ces équations de Maxwell. Ce que je veux vous présenter, c'est la forme intégrale parce que c'est la plus facile à comprendre. Mais aussi, ce que je veux aller plus loin, c'est comment on l'applique, nous, dans nos cours d'électronique. Donc aujourd'hui, on va voir les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Thomson qui parlent des champs électriques et des champs magnétiques. Donc, dans la prochaine vidéo, on va regarder les lois de Maxwell-Ampère et Maxwell-Faraday. Dans Maxwell-Ampère, on va voir qu'il est inclus là-dedans la loi de Kirchhoff-courant. Puis on va voir que la loi des courants de Kirchhoff ne fonctionne pas toujours. Dans la loi de Maxwell-Faraday, on va voir que c'est la même chose, mais pour la loi des tensions de Kirchhoff. Dans certains cas, la loi des tensions de Kirchhoff ne fonctionne pas. Donc, on va voir pourquoi, aussi avec ces équations-là, avec Maxwell, pourquoi ça ne fonctionne pas toujours, puis on va l'expliquer. Donc, aujourd'hui, on commence avec Maxwell-Gauss. La chose importante là-dedans, c'est de comprendre la notation. Okay? Comment c'est noté. Ici, on a une intégrale double d'une surface, puis il y a le petit rond ici. Le petit rond nous dit que c'est une surface qui est fermée. Okay? Ce n'est pas la table. La table, c'est une surface plate, c'est une surface ouverte. Une surface fermée va pouvoir englober des objets. Donc, on va parler de sphère, on va parler de cube, on va parler de pyramide, on va parler de surface quelconque, fermée, qui peut inclure quelque chose. C'est ce que ça nous dit ici. Donc, si on a des charges à l'intérieur de cette surface-là, on a nécessairement un champ électrique. Donc, E, on peut le définir comme étant la densité de champ électrique. Il y a différentes unités qu'on peut utiliser. Les plus utilisées, c'est des newtons par coulomb ou des volts par mètre. S pour la surface fermée. Comme je disais, ça, c'est pas l'unité, hein, c'est des exemples. Surface fermée, bien évidemment, c'est des mètres carrés. Q interne, c'est la quantité de charge à l'intérieur de la surface. Okay. Puis epsilon 0, c'est la constante électrique du vide. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on a une surface fermée, qu'on a des charges à l'intérieur, on a un champ électrique. Prenons un exemple. Mettons qu'on a une particule chargée positivement. Elle va émettre un champ électrique. Je peux définir une surface autour de cette particule-là. Donc, les lignes de champ qui vont traverser cette surface-là, somme des lignes de champ qui traversent la surface, va être égale à la quantité de charge à l'intérieur sur epsilon 0. Donc, c'est pas tant compliqué. Si je prends ma surface très petite, ça voudra dire que mon champ électrique est fort. Si je prends une surface très grande, bien, ça voudra dire que mon champ électrique est faible. Parce que ça dépend juste de la quantité de charge à l'intérieur. Donc ça devient genre constant. Qu'est-ce qui arrive si je prends une surface à côté? Ben oui, il y a des lignes de champ électrique qui vont passer dedans. Donc si cette charge-là est là, mais je prends une surface ici, je vais avoir des lignes de champ électrique qui vont passer dedans. Mais la somme des lignes de champ entrant va être égale à la ligne de somme de champ sortant. Donc, la balance va donner 0. Donc, si je n'ai pas de charge à l'intérieur, ça doit donner 0. Donc, il y en a autant qui rentrent qui sortent. Qu'est-ce qui arrive si j'ai deux charges de signe contraire, une à côté de l'autre? Donc, je pourrais avoir un proton et un électron. Les lignes de champ électrique aussi partent toujours du plus vers le moins. Donc, les lignes de champ vont être comme ça. Donc là, peu importe la surface que je vais prendre, si j'inclus les deux charges, une positive et une négative, ça devrait toujours me donner 0. Parce que la somme des lignes, la somme des charges est égale à 0. Une positive et une négative. Donc ça devrait me donner 0. Donc si je prends ça comme surface, là on voit qu'il n'y a pas de ligne de champ qui passe au travers de cette surface-là. Donc, c'est facile de comprendre que ça va donner 0. Par contre, je pourrais prendre une surface beaucoup plus petite. Oui, il y a des lignes de champ qui traversent la surface, mais il y en a autant qui sortent, qui rentrent. Donc, ça va donner 0 aussi. Qu'est-ce qu'on fait en électricité avec des champs électriques? Bien, souvent, on utilise des condensateurs. Les condensateurs sont justement là pour emmagasiner l'énergie sous forme de champ électrique. Donc, on pourrait avoir un condensateur à laquelle on attache une source de tension variable. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on augmente la tension du condensateur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre des électrons d'un côté, puis on va les envoyer de l'autre bord. Si je prends un électron ici, puis je l'envoie de l'autre côté, bien, il va résulter, de ce côté-là,
une charge positive, puis une charge négative l'autre bord. Plus je vais augmenter la tension, évidemment, plus il va y avoir de charge. Puis au milieu du condensateur, qu'est-ce qui va se produire? Bien, c'est là qu'il va y avoir notre champ électrique, E, qui va du plus vers le moins. Encore là, je peux définir une surface. Je pourrais définir une surface qui englobe tout le condensateur. Auquel cas, la quantité de charge à l'intérieur, bien, il va y avoir autant de plus que de moins. Donc, ça va donner 0. Si j'englobe tout le condensateur, donc il n'y a aucune ligne de champ à l'extérieur du condensateur, c'est ça que ça veut dire. Par contre, si je prends une surface qui passe à l'intérieur, bien là, je vais avoir une quantité de charge. Donc, si je prends ce côté-là, ça va être des charges positives, sinon des charges négatives. Mais je vais avoir un champ électrique à l'intérieur. Donc, ça, c'est assez trivial pour le champ électrique. C'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, autre que les condensateurs, parce que la force électrique est très faible. Donc, on ne va pas construire des moteurs avec ça. Par contre, ici, on a Maxwell-Thomson qui parle, lui, du champ magnétique. Donc, c'est exactement la même notation que tout à l'heure. On parle d'une surface fermée, puis peu importe la surface fermée que tu vas prendre, la somme des lignes de champ magnétique qui entrent et qui sortent va toujours être égale à 0. Ça implique plusieurs choses. Ça implique que les lignes de champ magnétique sont bouclées. Ce n'est pas des lignes de champ magnétique qui s'en vont vers l'infini. C'est des lignes de champ fermées toujours. Donc, si toutes les lignes de champ magnétique entrant et sortant du volume, si on les intègre toutes, ça va toujours donner 0. C'est important ici. On ne peut pas avoir ni un pôle nord ni un pôle sud tout seul. Ils sont toujours par paire nord-sud. Physiquement, il y en a qui disent que ça pourrait exister un pôle nord tout seul. Il y en a qui disent qu'un pôle sud tout seul pourrait exister aussi. On n'en a jamais trouvé. Donc, si un jour on en trouve, il va falloir changer cette équation-là, ça va être égal à quelque chose. Mais présentement, on n'a jamais trouvé, donc on dit que ça existe. Mais en théorie, ça a l'air que les physiciens disent que ça se peut. Prenons un aimant. Donc, on a au nord, au sud, on va avoir des lignes de champ magnétique qui partent du pôle nord et qui vont faire le tour au pôle sud. Donc, peu importe la surface que je vais prendre, le total des lignes de champ entrant va être égal à la total de lignes de champ sortant. Puis, c'est facile de s'en convaincre. On a juste à créer une surface ici et dire, ouais, il y en a autant. Je peux la prendre ici. Évidemment, à l'intérieur des mains, il y a les lignes de champ continues. Donc, c'est la même chose. Donc, peu importe la surface que je vais prendre, bien, ça va toujours donner égal à 0. Aujourd'hui, les aimants les plus forts, ceux qu'on utilise le plus, dans les moteurs brushless, par exemple, les moteurs sans brosse, c'est des moteurs très, très, très performants. On va utiliser des aimants de type ND-FEB pour néodyne, fer, bore. Néodyne, c'est une terre rare. Puis ça produit aujourd'hui les aimants les plus forts. Avant, ces aimants-là, pour produire des champs magnétiques forts, on créait des bobinages. Okay? On réussissait à le faire en faisant des bobinages autour du noyau de fer. Mais depuis l'événement de ces aimants-là, on peut avoir des champs magnétiques encore plus forts. Comment on ferait pour augmenter la force, pour avoir le maximum de force d'un aimant? Mettons que j'ai deux pièces à coller ensemble, puis je veux d'un côté attacher un aimant, puis de l'autre côté attacher une plaque de métal. Puis je veux que ça tienne le plus fort possible. D'après vous, quelle serait la meilleure configuration? Donc ici, j'ai mon fer, puis je vais mettre mon aimant ici. Donc comment je vais placer mon aimant pour avoir le plus de force? Est-ce que je vais mettre de ce sens-là, ou je vais le mettre d'après vous? Deuxième? OK. On va l'essayer. J'ai un aimant ici, puis le pôle nord est indiqué dessus ici. Donc je vais le tenir pour avoir la première configuration. Ça me prend des pinces parce que c'est tellement fort, je ne suis pas capable de lâcher. J'ai pris des petites pinces pour influencer le moins possible le champ magnétique. Fait que, comme ça, la première configuration, ben, c'est fort, mais pas tant. Si je le mets dans l'autre orientation, on voit que c'est déjà plus raide. Okay. Y a-t-il moyen d'avoir une meilleure configuration que ça? Oui, il y en a une. Si je regarde les lignes de champ magnétique ici, donc il y a beaucoup de lignes de champ qui vont passer à l'intérieur du fer ici. Okay. Mais il y en a quand même plusieurs qui vont passer à l'extérieur. Ces lignes de champ-là ne contribuent pas à la force. Ici, c'est quand même mieux parce que toutes les lignes de champ vont passer dans le fer. Donc c'est pour ça que déjà, j'ai une meilleure force. Quelqu'un a une idée de comment je pourrais faire pour augmenter la force? Je viendrais mettre un morceau de fer ici, puis un morceau de fer là. Fait que ça va faire que le champ magnétique va passer
du nord dans le fer ici, puis il va être partout inclus dans le fer. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la meilleure force, puis je l'ai réalisé ici avec ce petit B. J'ai pris un aimant, puis du côté nord, j'ai mis une petite plaque de métal, puis côté sud aussi. J'ai essayé, sérieux. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le plus de force. Peut-être que cette configuration-là a été bonne aussi, mais il y aurait peut-être eu beaucoup de lignes de champ qui auraient passé à côté. Si j'avais mis du fer tout le tour. Okay, je pense que j'aurais eu des courts-circuits ici là, qui n'auraient pas passé dans cette partie-là, qui n'auraient pas contribué à la force. Vous regarderez vos panneaux d'armoire, ceux qui ont des panneaux d'armoire qui tiennent avec des aimants. Vous regarderez comme il faut, c'est comme ça qu'ils sont montés. Donc, une application pratique de comment augmenter la force d'un aimant en utilisant un peu de fer. Là, je vais vous présenter un des projets que j'ai fait dans ma vie, le plus beau projet que j'ai réalisé. C'est une moteur linéaire. J'ai une petite démo pour vous autres. Donc, c'est un moteur qu'on a fait pour ouvrir des portes de train, des portes coulissantes. Ça utilise vraiment beaucoup les notions de champ magnétique puis de courant. Donc là-dedans, ici, c'est la partie noire, il y a des bobines. Donc, si je le regarde d'abord, c'est ce que vous voyez. La bobine est à l'intérieur. Dans la partie mobile, ici, il y a 8 aimants. Donc, il y en a un ici, un là, un là, un là, puis de l'autre côté en arrière, même chose. Okay? C'est cette partie-là qui se déplace. Donc, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez, la partie des aimants se déplace, puis il n'y a aucun fil qui relie la partie qui se déplace au contrôleur. On voit deux moteurs ici qui fonctionnent ensemble. Donc, je vous présente ça parce que je veux vous montrer comment on a fait pour augmenter la force. Okay? Puis la force en question, c'est la force de Lorentz qu'on a ici. Ici, on a une force, on a un courant avec une certaine longueur, donc un courant dans un conducteur, avec le produit vectoriel avec un champ magnétique B. Donc, c'est la loi de la main droite, B fois I donne F. Pour maximiser la force, on doit avoir le maximum de courant, mais aussi le maximum de champ magnétique. Donc, comment on a fait pour avoir le maximum de courant? Bien, premièrement, on s'est fait des bobines avec du fil plat. Ça nous permet de remplir cette section-là à 85-90% de cuivre. Donc, plus que je remplis de cuivre, mieux c'est, parce que je vais avoir moins de résistance, je vais pouvoir faire passer plus de courant. Comparé à une bobine comme ça, qui est faite avec du fil rond, on peut remplir à 65-70%. Okay? Donc, on peut avoir une meilleure densité de courant en utilisant ce type de fil-là. Ce type de fil-là, il n'y a pas d'isolation d'un côté, puis de l'autre côté, il y a juste un petit film de 5 millièmes de pouce. C'est vraiment très mince. Puis ça permet d'isoler chacun des tours de fil. Donc, avec ça, on réussit à avoir beaucoup plus de force. Par contre, ça coûte plus cher. Maintenant, pour ce qui est du champ magnétique. Donc, si j'ai mon moteur comme ça, je le coupe comme ça. OK? Puis on va regarder cette partie-là. Si le courant passe dans ce sens-là, d'un bord, ben, il va passer dans l'autre sens. Donc, d'un côté, le courant entre, puis de l'autre, le courant sort. Bon, comment je vais faire un champ magnétique maintenant perpendiculaire au courant, qui va pouvoir me créer une force dans ce sens-là? Hein? Donc, j'ai ça ici. Je dois avoir un champ magnétique de ce sens-là pour pouvoir créer une force axiale de mon moteur. Right? Donc, comment on a fait ça? C'est qu'on est venu mettre ici un aimant, mettons nord-sud. Puis là, on s'est mis un autre aimant ici, nord-sud. Ce qui fait que le champ magnétique va pouvoir traverser comme ça, puis aller de l'autre bord. Mais si je le laisse comme ça, le champ magnétique va vouloir boucler ici, puis il ne passera pas tout complètement dedans. Donc, on va de l'autre côté, on se met deux autres aimants. Donc, mon champ magnétique, maintenant, il est comme forcé à passer dans ce couloir-là. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est minimiser ce gap-là,
ici, la distance, être le plus proche possible. Mais en arrière, est-ce que je vais laisser ça comme ça, dans l'air? Non, on va mettre du fer. Donc, en augmentant, en mettant du fer ici, dans le fond, ce qu'on a pris, c'est quelque chose un peu comme ça. On a fait juste une petite encavure dedans pour placer l'aimant, pas qu'il puisse se déplacer. En passant, il n'y a pas besoin de colle pour le coller là. Il tient là tout seul. Tu n'arracheras pas ça là. Évidemment, on a fait la même chose de l'autre côté. Donc, juste un petit peu incrusté dedans. Ce qui fait que les lignes de champ magnétique sont très concises à l'intérieur du métal. Et puis, ça me permet d'avoir un champ magnétique extrêmement fort. Évidemment, il y a quelques petites lignes qui réussissent à sauter ici. Là. OK? Bon. Mais c'est quand même minime. Puis ce qu'on a voulu faire aussi, c'est pas mettre du fer plein jusque-là. Okay? Si j'avais rempli de fer jusqu'ici, j'aurais eu un court-circuit magnétique très proche. Donc, il fallait y penser comme il faut pour pouvoir mettre ces distances-là convenablement. Donc, c'est comme ça. Ça a pris 1 an et demi développer ce moteur-là. Ça fait 17-18 ans qu'on a fait ça. Puis encore aujourd'hui, sur le marché, il n'y en a pas qui équivaut à ça. Le gros avantage de ça, c'est que tu n'as aucun entretien. C'est monté sur des glissières en plastique. Puis ces glissières-là, à l'intérieur, la friction est élevée au début. Puis à force de passer dedans, ça remplit les porosités du métal. Puis la friction se met à diminuer. Puis ça reste comme ça pendant. Ça n'use plus à partir de là. Puis ça reste comme ça. On a fait des millions de cycles avec d'ouverture et de fermeture sans être obligé de changer les glissières. Le fait qu'il n'y ait pas de partie de fil sur la partie mobile, c'est incroyable. Toute la maintenance aussi qu'on peut sauver. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à avoir fait un moteur comme ça. OK, une dernière démonstration. Vous allez voir sur YouTube un paquet de vidéos. OK, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a un méchant paquet, qui vont vous faire à croire qu'un aimant, on peut tirer de l'énergie perpétuelle de ça. Je vous jure, avec toutes toutes les expériences que j'ai faites avec des aimants, si ça se faisait, je l'avais trouvé. OK? Beaucoup de personnes vont vous faire à croire que le champ magnétique, c'est comme le vent. Non. Le champ magnétique, c'est statique, ça ne bouge pas, il n'y a pas de particules en mouvement. Dans le vent, il y a des particules qui bougent. Donc, on peut aller chercher de l'énergie de ça. La vitesse des molécules d'air, ça a de l'énergie en mouvement. Donc, avec le vent, oui, on va chercher de l'énergie, mais pas avec le champ magnétique. Okay? Le champ magnétique, c'est statique. Mais j'ai quand même le goût de faire une démo. Je pense que je l'ai fait avec vous autres. J'espère que vous n'en rappelez pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce montage-là. Vous voyez, j'ai une bille au début, avec 2 aimants, puis 3 billes après. Okay. Donc, je prends la première bille, puis je lui donne un minimum d'énergie. C'est quoi l'énergie d'une bille en mouvement? 1,5 de mv carré. Donc, une masse en mouvement me donne une certaine quantité d'énergie. Je vais lui donner le minimum que je peux. OK? Celle-là, vous voyez que la vitesse était de beaucoup supérieure à l'autre. Puis la vitesse, il est au carré dans mon équation. Donc, je viens de multiplier l'énergie par un facteur incroyable. Mais la question est, d'où vient l'énergie? Parce que je peux répéter cette expérience-là de façon infinie. Donc, vous pouvez croire que peut-être que l'aimant, il y a de l'énergie de façon infinie. Si l'aimant avait de l'énergie de façon infinie, on serait riche depuis longtemps. Okay. Je le refais. Donc, je donne une petite vitesse de rien. Ah! Puis, hey, je pourrais multiplier ça, en mettre plusieurs pour avoir une vitesse incroyable à l'autre bout. Donc, d'où vient l'énergie? En fait, c'est quand je prends ma bille ici, puis je l'enlève, je viens donner de l'énergie à mon aimant.
Puis quand la bille revient, l'aimant reprend cette énergie-là pour pousser l'autre. Mais dans le fond, c'est moi qui mets l'énergie dans le système, en enlevant la bille. Là, l'aimant me redonne cette énergie-là au moment où la bille s'approche. Et en physique, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Une force fois une distance. Donc, en appliquant une force fois une distance, je mets de l'énergie dans mon aimant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis, dans la prochaine vidéo, on va voir deux belles équations qui nous permettent de parler des lois qu'on a utilisées beaucoup en électricité, les lois de Kirchhoff, courant et Kirchhoff-Tenseur. Merci.